Un peu moins de monoculture. Sur une même région, on va dire, ou sur une même zone agricole, on va diversifier davantage. Et du coup, le maïs, il va être utilisé à bon escient, là où on a de la ressource en eau qui est disponible, parce que c'est vrai que le maïs irrigué a besoin d'eau et qu'il a besoin d'eau en juillet, au moment où c'est tendu. C'est pour ça que ça a été compliqué. Hein. C'est souvent là que les relations sont complexes. Et donc, on travaille aussi avec l'ensemble des acteurs sur la bonne gestion de l'eau. C'est-à-dire comment on peut se mettre d'accord au niveau local pour avoir une gestion partagée entre les riverains, les collectivités locales, les entreprises et les agriculteurs. Et il y a un autre impératif, c'est d'utiliser moins d'engrais, moins de pesticides, parce qu'il faut tenir compte de la biodiversité. Est-ce qu'entre ce dérèglement climatique, la nécessité d'avoir moins recours à tous ces intrants, comme on dit, est-ce que ça veut dire que la production agricole de la France va forcément diminuer ? Alors, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se le permettre de la même façon que, parce qu'on travaille, INRAE, c'est le premier organisme de recherche en Europe sur l'agriculture et l'alimentation. On est dans les tout premiers au niveau mondial et donc on travaille pour la France, pour l'Europe, mais aussi avec nos partenaires de la recherche mondiale. Et la question ce que vit la France, évidemment, les agricultures du monde sont en train de le vivre aussi. Et donc on ne peut pas se permettre de baisser la production agricole mondiale alors qu'on va passer de 7 à 10 milliards d'habitants en 2050. Il faut donc qu'on conçoive des systèmes agricoles qui soient moins consommateurs en intrants, plus résilients face au changement climatique et qui permettent de nourrir le monde. C'est possible. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Ça va être compliqué. On a des solutions. Donc, on travaille, par exemple, sur l'amélioration variétale, comme on dit, la génétique, pour avoir des rendements qui soient maintenus ou augmentés avec plus de résistance au stress hydrique. On travaille sur le blé, on travaille sur le tournesol, on travaille sur les cépages de vigne. Vous l'avez montré dans votre reportage. Et les viticulteurs, comme en Beaujolais, s'intéressent beaucoup à nos recherches. On peut trouver des cépages de vigne qui résistent mieux au stress hydrique et qui vont mieux résister aux maladies. Et donc, qui vont permettre d'utiliser moins de pesticides. Donc ça, c'est un exemple de solution. On a des solutions aussi en termes d'agronomie. Je parlais de la diversification des cultures. Il faut couvrir les sols au maximum. Les agriculteurs s'engagent dans l'agriculture de conservation des sols. Quand le sol reste couvert le plus longtemps pendant l'année, c'est bon pour la matière organique, c'est bon pour l'eau. Ça permet une meilleure pénétration de l'eau dans les sols. Et donc, on est en train, avec le monde agricole, qui ne nous a pas attendu pour bouger, de réinventer l'agriculture. Et c'est vraiment une petite révolution qu'il faut qu'on engage dans les prochains mois avec toutes les filières agricoles, avec les collectivités locales, les pouvoirs publics, si on veut que l'agriculture française soit au niveau. Et comme vous le dites, qu'on soit capable de produire au moins autant, si ce n'est plus, avec moins d'intrants et en s'adaptant au changement climatique. Vous parliez tout à l'heure des éleveurs qui sont dans la détresse parce qu'ils sont concurrencés souvent par des éleveurs européens qui produisent moins cher. Il y a moins d'eau, il y a moins d'herbe, le fourrage, il faut l'acheter. La FNSEA, donc, qui représente les agriculteurs, dit il faut que dans les magasins, nous acceptions de payer notre côte de porc plus cher. Il faut que dans les magasins, nous acceptions de payer nos fraises plus cher. C'est une revendication, ça. Comment concilier cet impératif que vous exigez de nous et le pouvoir d'achat des Français? C'est vrai que c'est une difficulté. Vous dites qu'il faut augmenter les prix, vous. Vive l'inflation. Ce que je dis, moi, je dis qu'il faut aider nos producteurs et nos productrices françaises. Il faut acheter local, il faut acheter français. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux productions du monde, puisque nous-mêmes, on commerce et nos agriculteurs, ils exportent aussi. Mais il faut privilégier les filières locales pour accompagner les agriculteurs dans ce moment difficile. Il y a un impact sur l'inflation, on ne va pas dire le contraire. Et avant même la sécheresse, la guerre en Ukraine, malheureusement, a mis des grosses tensions au niveau mondial sur le cours du blé. Et moi, je suis aussi très inquiet pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, où des pays sont beaucoup plus dépendants que nous, n'ont pas une agriculture puissante comme la France, et où on risque d'avoir des émeutes de la faim dans les prochains mois. Donc, on est dans une situation qui est une situation, on va dire, un peu de crise au niveau mondial. C'est pour ça qu'il faut se retrousser les manches, mobiliser la recherche, mobiliser les acteurs, l'ensemble des acteurs pour s'engager. Il y a des solutions. Elles ne sont pas simples, mais il faut y arriver. Il y aura un petit impact sur le coût des produits. On parlait des éleveurs. Le prix du lait, par exemple, va nécessairement augmenter à la rentrée, puisque les éleveurs vont payer plus cher leur alimentation. Et donc, ça veut dire que
le prix de l'alimentation dans le panier des ménages, comme on dit, risque d'augmenter encore un peu. Après avoir diminué. Après avoir diminué beaucoup. Des décennies et un peu trop, c'est ce que vous dites. Hein. Dernière question. En Grande-Bretagne, vous avez vu, il y a une grande enseigne qui supprime les dates limites de consommation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait, par exemple, alors elle les a supprimées sur les légumes préemballés, sur certains produits frais. On sait par exemple qu'un yaourt, s'il est à manger jusqu'au 20 août, en fait, on peut le manger jusqu'au 5-6 septembre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces dates limites de consommation? À titre personnel, je dois dire que ça m'arrive de faire ça. Mais plus sérieusement, la question du gaspillage alimentaire est une question majeure. Si on veut nourrir le monde en 2050, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faudra qu'on produise plus et mieux. Il faudra qu'on rééquilibre nos régimes alimentaires, un peu moins de viande et un peu plus de produits végétaux. Et il faudra qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est jusqu'à un tiers, je crois. Hein. C'est pas loin d'un tiers de la tiers production qui est perdu au niveau mondial. Alors, dans les pays du Sud, en difficulté, c'est souvent au stade de l'après-récolte que les produits, la perte se fait. Chez nous, c'est au niveau du consommateur. Donc il faut lutter contre les pertes. Et ce que fait cette centrale d'achat est intéressant. Merci beaucoup Philippe Mauguin, président de l'INRAE.